Bonsoir à tous et content de vous retrouver pour la suite de nos explorations hypnologiques. Et nous démarrons ce soir un module sur la vaste question des états de conscience et des états modifiés de conscience. Nous allons voir qu'il est question de modifier l'expérience subjective, d'altérer temporairement l'expérience subjective. Et dans cette première partie de présentation sur la question des états modifiés de conscience, on va déjà s'intéresser à la question des inducteurs et de qu'est-ce que c'est les états de conscience, qu'est-ce que c'est les inducteurs, qu'est-ce qui pourrait induire un changement d'état de conscience, et puis de quoi parlons-nous quand nous parlons d'état de conscience. Dans la deuxième partie de la présentation, la semaine prochaine, on ira regarder ces inducteurs, ils altèrent quoi? C'est quoi les dimensions de notre expérience subjective qui sont modifiées par ces moyens d'altération? Et on regardera que les sciences cognitives modernes nous proposent des modèles multidimensionnels pour cartographier les différentes dimensions de notre expérience qui peuvent être altérées. Et enfin, dans la troisième partie de cette présentation, dans 15 jours, nous regarderons quelles sont les relations entre état modifié de conscience, état d'hypnose, s'il existe, du moins expérience hypnotique, et puis pratique de l'hypnose, que nous avons pris l'habitude ici d'appeler hypnotisme. Donc je vous ai fait un petit schéma pour résumer un petit peu comment s'organisent ces cours. On va parler d'inducteurs au sens où on va parler de différents procédés qui induisent quelque chose. Et on va rester dans un paradigme matérialiste de l'esprit. On va considérer que les inducteurs modifient quelque chose dans notre neurologie, dans notre neurophysiologie, et que ça, c'est ce qui constitue des états qui sont modifiés par ces inducteurs. Et que ces changements d'état, ça modifie notre expérience du monde, ça modifie la façon dont on perçoit, dont on comprend, dont on est en train d'expérimenter le monde. Et on va faire un détour. On va regarder comment ces états vont altérer non seulement notre expérience subjective, mais des sous-dimensions, on pourrait dire des paramètres particuliers de notre expérience subjective. Et puis dans la troisième partie, dans le troisième cours, on regardera comment les inducteurs et la pratique de l'hypnose, il y a un lien, on regardera lequel. On regardera comment la pratique de l'hypnose, elle vient altérer ces dimensions de l'expérience subjective, et que c'est à partir de là que ça nous crée des expériences catégorisées, décrites comme étant des expériences hypnotiques. Donc à partir de là, vous avez la carte de tout ce qu'on va voir. La question des inducteurs et du changement d'expérience, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La question des altérations de dimension de notre expérience subjective, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et le lien entre ces inducteurs, ces altérations et la pratique et les expériences de l'hypnose, c'est ce qu'on verra dans 15 jours. Voilà pour une carte, voilà pour le menu du jour et des 15 jours à venir. Donc, dans ce premier cours, dans cette première présentation, on va aller regarder plus en détail la question des inducteurs et des états de conscience en deux parties. Dans un premier temps, on va regarder comment s'organisaient les sciences de l'esprit, la psychologie et les embryons de sciences cognitives avant qu'apparaissent les termes état modifié de conscience. Et on va voir que ça parlait d'expériences liées à des psychotropes, d'expériences liées à des pratiques religieuses, d'expériences de transe, et puis de tout un tas d'expériences un peu inclassables. Et dans une deuxième partie, on regardera les inducteurs d'état modifié de conscience. Vous allez voir qu'on en a une liste complète et assez extensive. Ces inducteurs d'état modifié de conscience et quelles grandes transformations ils induisent de manière générale. Les questions clés qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire état modifié de conscience? On parle de quoi quand on utilise ces termes? Qu'est-ce qui peut induire ces modifications qu'on appelle état modifié de conscience? C'est quoi les procédés qui emmènent vers ces types d'expériences? Et puis qu'est-ce qu'on vit dans ces états particuliers? Donc en introduction, d'où vient ce terme état modifié de conscience? Eh bien, il nous vient d'un psychiatre qui s'appelle Arnold Ludwig. Et en 1966, à Montréal, il y a eu un symposium sur les états de possession chez les peuples primitifs. Et pour ceux qui ont vu la conférence de David Dupuy, qui est venu nous parler du regard anthropologique sur la question d'état modifié de conscience, vous savez déjà qu'il y a un lien entre ces pratiques dites de possession et la question des états modifiés de conscience. Montréal, 1966, dans un symposium qui s'appelle « État de possession chez les peuples primitifs », Arnold Ludwig va proposer le terme « altered states of consciousness », les états altérés de conscience, qu'on a traduit en français par les états modifiés de conscience. Et il propose ce terme pour relier tout un tas d'expériences, on va regarder lesquelles dans quelques instants, pour relier tout un tas d'expériences avec des dénominateurs communs. Avec un nom commun, avec des inducteurs plus ou moins communs, avec des types d'expériences qu'on vit plus ou moins communs, mais des expériences qui viennent de champs différents.
Notamment, avant 1966, Ludwig avait travaillé sur la question de la sorcellerie, il avait travaillé sur la question de la schizophrénie, la question de l'hypnose, la question de l'effet des drogues, et en particulier de l'effet des psychotropes, et sur la comparaison entre ces différents domaines. Et vous voyez, quand on voit cette liste, sorcellerie, schizophrénie, hypnose, effet des drogues, on voit bien en fait que ce sont des champs d'études qui sont différents les uns des autres, mais s'il y a une ressemblance, s'il y a quelque chose à comparer, eh bien, Ludwig propose un terme pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'il appelle état modifié de conscience ? Alors, je vous ai ramené sa définition parce que sa définition est précise et elle a le mérite d'être extrêmement claire. Pourquoi regarder cette définition ? Parce qu'il y a toujours le risque, si on ne définit pas ce dont on parle, eh bien qu'on soit dans des quiproquos. Peut-être que la compréhension d'Alexandre et la mienne et celle de Laurent sont peut-être des compréhensions différentes. Alors, on va partir de la définition proposée par la personne qui a proposé le terme. Elle fait 2 pages. C'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps de regarder un tout petit peu en détail de quoi il essaye de nous parler. Pour Ludwig, 1966, les états modifiés de conscience, c'est tout état mental, on sait déjà que ça nous parle d'un état mental, tout état mental qui est induit par différents types de procédures ou différents types d'agents, des procédures ou des agents qui peuvent être physiologiques, psychologiques ou pharmacologiques. Tout état mental induit donc qui peut être reconnu subjectivement par l'individu lui-même. Ça veut dire que ces états induits, c'est l'individu qui, de manière subjective, va se rendre compte qu'ils ont une caractéristique. Quelle est cette caractéristique ? Eh bien, leur caractéristique, c'est que ces états mentaux, ils représentent une déviation de l'expérience subjective, une déviation du fonctionnement psychologique, déviation suffisante par rapport à certaines normes générales pour cet individu, dans un état de conscience alerte et éveillé. Alors, on va reprendre ça étape par étape. En bleu, ça nous parle d'un état mental. En vert, ça nous parle d'un changement de cet état mental. En bleu, ça nous parle d'une expérience plus ou moins habituelle, expérience subjective, fonctionnement psychologique. Mais ça nous parle aussi du fait que c'est relatif à l'individu. Peut-être que mon expérience habituelle, c'est pas la même expérience que Alexandre, et que nos 2 expériences sont encore très différentes de l'expérience habituelle de Laurent. Mais pourtant, nous avons en commun tous les 3 le fait d'avoir une expérience subjective, habituelle, qui nous est personnelle. Et cette proposition, état modifié de conscience, nous propose qu'à partir de cette baseline, à partir de cette normalité, ordinarité personnelle, il y a une déviation suffisante pour que l'individu s'en rende compte. Se rendre compte de quoi ? Eh bien que ça a dévié de son état de conscience ordinaire personnel. Est-ce que ça vous paraît clair ? Je crois que j'ai fait le tour plusieurs fois. Si c'est un peu insistant et redondant, je l'assume, c'est parce que je pense que ça vaut le coup qu'on soit assez précis. Maintenant, de quoi s'agit-il plus précisément ? Parce que là, on pourrait se dire, dans ce cas-là, c'est tout et n'importe quoi. Il suffit, je me casse le petit doigt, d'habitude, c'est pas le cas. C'est un état modifié de conscience. Oui, parce que c'est une déviation suffisante ? Non, la déviation est quand même précisée. Cette déviation suffisante de l'expérience subjective, ce changement d'état de conscience, peut être représenté par exemple par une préoccupation plus grande que d'habitude pour les sensations internes. Ça veut dire que vous avez les sensations de votre corps, les sensations internes, et quelque chose y prête plus d'attention, quelque chose s'en préoccupe plus que d'habitude. Premier point. Deuxième point, préoccupation plus grande pour les processus mentaux. Ça veut dire que vous avez par exemple vos remémorations, vos pensées, vos évaluations, votre discours intérieur. Et là, ça va devenir plus préoccupant, peut-être plus saillant, peut-être plus intéressant que d'habitude. Cette déviation suffisante peut être aussi représentée par des changements dans les caractéristiques formelles de la pensée. Prenons un exemple, quand on a une expérience de déjà-vu, du point de vue neuroscientifique, une expérience de déjà-vu, c'est une petite altération entre différents domaines de mémoire. Ça, c'est du point de vue neuro, mais du point de vue subjectif, quand on a une expérience de déjà-vu, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qu'à la fois on a toujours vécu cela, et qu'en même temps on est dedans pour la première fois. Voilà un exemple de changement caractéristique formel de la pensée. Enfin, cette déviation suffisante, déviation de l'expérience subjective habituelle, peut être représentée par une altération de l'expérience de la réalité à divers degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une altération de l'expérience de la réalité ? Ça peut être un moment où on se dit « il y a un truc quand même bizarre là ». Ou alors ça peut être carrément du « waouh, c'est très différent d'habitude là ce que je suis en train de vivre ».
l'expérience de ce qui est externe, qui est considéré comme étant le réel, va être légèrement ou fortement altérée. Nous sommes toujours ici dans la définition donnée par Ludwig, et vous voyez que ce n'est pas hyper clair quand même. On voit ce que ça pointe, mais ce n'est pas hyper clair. Ça vous fait cette sensation ? Oui. Ok. Alors, il assume cela en finissant sa définition en disant « Bien qu'une telle définition comporte quelques pièges conceptuels, ces pièges seront plus que compensés par le large spectre de phénomènes cliniques que l'on peut à présent considérer et donc étudier comme étant les phénomènes qui se relient vraisemblablement au terme état modifié de conscience. » Ce qui veut dire que si on n'a pas la suite de son travail pour voir quel est ce large spectre de phénomènes qui va éclairer la définition, eh bien on peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Évidemment, ce soir, c'est ce que nous allons éviter. Dans la suite de sa proposition, 1966, il va donc, pour éviter ces pièges conceptuels et préciser sa pensée, il va proposer 5 moyens de production des états modifiés de conscience, on pourrait dire 5 moyens d'induction, et puis 10 caractéristiques générales de ces fameux états modifiés de conscience. Alors ces caractéristiques générales, on les regardera au détail dans le deuxième cours. Et j'ai choisi de les laisser pour le deuxième cours parce que sinon ça aurait fait un effet un peu catalogue et je préfère qu'on parte de la pratique. Et vous allez voir dans la suite comment on peut partir de la pratique. 5 moyens de production des états modifiés de conscience, 10 caractéristiques générales des états modifiés de conscience, 10 caractéristiques qu'on verra la semaine prochaine, et les 5 moyens de production, on va les regarder aujourd'hui. Mais avant de les regarder, comment est-ce que Ludwig en est arrivé à se dire « j'ai besoin de mettre un terme pour relier toutes ces foutues expériences qui sont différentes les unes des autres » Comment est-ce qu'il en est arrivé à proposer ce concept-là ? Et ça va nous obliger à revenir un tout petit peu en arrière dans le temps et d'aller regarder qu'est-ce qui était étudié avant qu'on propose le terme état modifié de conscience et qui s'est rassemblé dans ce terme. Et ce qui était étudié, c'était principalement les expériences liées aux psychotropes, les expériences liées aux pratiques religieuses, les fameuses trans et tout un ensemble d'expériences assez difficiles à classer. On va donc les regarder un peu au détail. Pour remettre le contexte, dans la première moitié du XXe siècle, vous le savez, la psychologie s'intéresse surtout à la psychopathologie. La psychologie s'intéresse surtout aux pathologies. Mais pourtant, il y a tout un ensemble de chercheurs qui s'intéressent à des expériences subjectives, des expériences qu'on peut faire, non ordinaires, mais non pathologiques. Des expériences dites non ordinaires sur sujets sains. Et il y a beaucoup d'auteurs, avec des profils souvent interdisciplinaires, pluridisciplinaires, qui regardent différents types d'expériences. Parmi ces expériences, je l'ai déjà dit, les expériences liées aux psychotropes, les expériences liées aux pratiques religieuses, les expériences dites de transe, et différentes expériences assez difficiles à classer. Et ces expériences vont être reliées par Ludwig non seulement par un terme, état modifié de conscience, mais aussi par des moyens d'induction et des caractéristiques générales. Alors regardons brièvement de quoi il s'agit. Avant 1966, il y a toute une recherche sur une classe de psychotropes qu'on appelle, à l'époque, des hallucinogènes. Un terme qui est encore présent aujourd'hui, mais qui est un peu moins utilisé. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Notamment, le premier psychotrope hallucinogène qui est étudié dans les sciences occidentales, c'est la mescaline, un agent psychotrope qu'on trouve dans les cactus peyote et San Pedro. Un agent psychotrope qui a été laissé un peu de côté aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus entendu parler du diméthyltryptamine, l'agent actif de la fameuse décoction ayahuasca. On a encore plus entendu parler des champignons hallucinogènes qui contiennent la psilocybine et du fameux LSD qui a été synthétisé dans les années 40. Mais le DMT s'est étudié à partir des années 30, le LSD à partir des années 40, la psilocybine seulement à partir du début des années 60. Tandis que la mescaline, elle est étudiée à partir de 1896. Et dans la dernière décennie du 19e siècle, différents auteurs vont repérer que la mescaline, on peut l'utiliser comme un outil d'étude pour comprendre les fonctionnements mentaux et les fonctionnements visuels. Et notamment à propos des fonctionnements mentaux, dans les années 1920, il y a tout un ensemble de chercheurs qui vont travailler sur les effets psychologiques liés à l'ingestion, donc à l'expérience directe de la fameuse mescaline. Je vous ai mis une liste de chercheurs ici, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans les années 20,
Et en particulier, ça peut intéresser les personnes qui suivent hypnologie depuis longtemps. En particulier, dans la fin des années 20, Alexandre Rouillet, un médecin français, fait des expériences sur la mescaline avec un certain Robert de Soile, qui, une dizaine d'années plus tard, proposera les techniques de rêve éveillé dirigé. Dans le début des années 1950, Humphrey Osmond des États-Unis va lui aussi mener une vaste enquête sur les effets de différents hallucinogènes, y compris la mescaline. Et à propos de cette fameuse mescaline, il fera faire des expériences à Aldous Huxley, auteur prolifique, grand expérimentateur, qui en tirera l'ouvrage Récit d'expérience, ouvrage titré Les portes de la perception. Dans les années 50, Leuner, psychiatre allemand, va faire des recherches sur 1300 individus sur la comparaison entre les expériences des hallucinogènes et des expériences d'imagination active. C'est à partir de ces comparaisons qu'il créera lui aussi, comme Robert de Soile, ses propres méthodes d'imagination active qu'il appelle pour sa part Guided Mental Imagery. Et le travail de Soile et le travail de Leuner en termes d'imagination active, on l'avait présenté ici dans cette école en hypnologie en 2017, début 2017. Humphrey Osmond, qui fait ses expériences avec Huxley, c'est lui qui en 1956 créera le terme psychédélique qui rapidement sera attribué à une catégorie de ce qui avant s'appelait les hallucinogènes. Et puis bien sûr, en termes historiques, avant 1966, on a le fameux groupe de Harvard, piloté par Timothy Leary à partir de la fin des années 50, qui va faire tout un ensemble de recherches controversées et sulfureuses sur les expériences liées au LSD. Voilà pour faire une très petite vue d'ensemble des recherches avant 1966 sur les hallucinogènes. Il y aurait long à dire, mais aujourd'hui, on va rester dans un cadre restreint. Avant 1966, c'est le terme état modifié de conscience, donc des recherches sur les expériences religieuses. Différents auteurs récents disent qu'il ne faut quand même pas oublier que les traditions indo-tibétaines avaient une très très longue connaissance et exploration de ces fameux états de conscience, de ce que nous appelons état de conscience. Donc, je vous ai mis un bref état de l'art ici, vous pouvez regarder, mais si on reste du point de vue occidental, le point de départ de la recherche scientifique moderne sur ces expériences religieuses et mystiques, on peut le faire remonter à William James, qui propose à la fin du XIXe siècle des méthodologies pour s'intéresser à ce qui se passe pour un individu, à l'expérience subjective, et puis qui laisse un magistral ouvrage qui s'appelle « Les multiples formes de l'expérience religieuse » qu'il publie en 1902. En 1931, Roberto Assagioli propose ses recherches, du moins ses propositions intellectuelles sur le fameux supraconscient, et je n'y reviens pas, nous en avons longuement parlé en 2017 dans le cours sur la psychosynthèse. Abraham Maslow, dans les années 1960, va faire sa recherche sur les fameuses peak experiences, nous en avons aussi parlé à cette époque, donc je ne vais pas développer le sujet. Stace, en 1960, lui, va proposer 9 caractéristiques des expériences mystiques. Et nous regarderons ça en détail la semaine prochaine. Nous verrons que c'est déjà une cartographie multidimensionnelle de ce qui peut se passer dans ces différents types d'expériences. Et puis Panke, dans le groupe du fameux Timothy Leary à Harvard, va réaliser en 1962 la fameuse Good Friday Experiment, où ils ont réussi à mettre en lumière qu'ils pouvaient induire des expériences religieuses à partir de l'ingestion de champignons à psilocybine. Enfin, Day Hickman, qui est très branché dissociation, lui a publié en 1966 sur les relations entre les expériences dissociatives dites désautomatisation, le moment où on n'est plus dans des mécanismes automatiques, les liens entre cela et les expériences mystiques. Toujours avant 1966, avant le terme état modifié de conscience, il y a les recherches sur les fameuses expériences de transe, et eh bien, David Dupuis est venu ici il y a quelques semaines, sa conférence est en ligne maintenant. Je vous invite à regarder un peu sa conférence pour avoir accès aux références bibliographiques. Je ne vais pas redévelopper ça. On peut juste dire qu'il y avait jusqu'à la fin des années 60 4 grands types de transes. Les transes dites de possession, que nous considérons, nous, plus ou moins comme étant des pertes d'agentivité. Des transes dites médiumniques, et ça on ne va pas y rentrer ce soir. Les transes dites chamaniques et les transes dites hypnotiques. On a donc vu qu'avant 1966, il y avait les expériences liées aux drogues, les expériences liées aux pratiques religieuses, les expériences dites de transe, et puis cette fameuse catégorie inclassable où il y a plein de choses. Et on va prendre le temps de regarder brièvement. Inclassables, soit parce qu'elles sont spontanées et qu'on ne peut pas les expliquer, et c'est difficile quand quelque chose est spontané de le mettre dans un dispositif scientifique, vous voyez, de dire maintenant que tout est en place et qu'on mesure, vas-y, viens, expérience, viens, vous voyez. Bon, c'est un peu compliqué.
Inclassables aussi parce qu'elles peuvent être induites par des dispositifs, mais différées selon les individus, ce qui complique un peu la classification. Alors de quoi s'agit-il? Déjà, il y a les expériences liées au fameux phénomène psy, les expériences de la parapsychologie. Et je voudrais être très clair sur ce point. Il ne s'agit pas ici de s'intéresser à est-ce que c'est vrai ou faux les trucs de parapsychologie. Il s'agit ici de s'intéresser au changement d'état de conscience que ça crée pour les personnes qui se mettent dans ces pratiques-là. Et la question du vrai et du faux, du statistique ou pas, c'est une autre question. Le piège avec la parapsychologie, on a mis du temps dans notre département de recherche pour s'en rendre compte, le piège, c'est de focaliser sur est-ce que c'est vrai ou faux, parce que quand on fait ça, on oublie de se dire, mais que ce soit vrai ou faux, ils font quelque chose, ils s'induisent quelque chose, ils se mettent dans des états de conscience modifiés. Et ça, eh bien, j'avais escompté que Thomas Rabeyron vienne nous en parler avant ce cours. Mais comme il a décalé sa conférence, eh bien, nous discuterons de tout ça avec lui au printemps 2020. Deuxième catégorie un peu inclassable, les expériences induites par les méthodes d'imagination active. Nous en avons parlé en 2017, je n'y reviens pas. Troisième catégorie, les expériences liées à la sorcellerie, à l'alchimie, au magnétisme, à l'hypnotisme. Il y aurait long à dire sur ça et je vais laisser 3 points de suspension. Et puis enfin, des expériences encore moins classables, comme les Near-Death Experiences, expériences qui viennent quand on est en état de mort cérébrale. Les fameuses out-of-body experiences, des expériences où on a la sensation d'être en dehors de son corps. Les fameuses synchronicités décrites par Jung dans le début des années 1950. Ou encore les expériences d'abduction, on a l'impression d'avoir été enlevé par des forces inconnues, généralement assez intergalactiques. Tout un ensemble d'expériences assez difficiles à classer, et comme je vous le disais, Ludwig, en 1966, va réunir toutes ces expériences, les inclassables, celles liées aux hallucinogènes, celles liées aux expériences religieuses, celles liées aux expériences dites de transe. Il va relier tout ça avec un terme, Altered State of Consciousness, des moyens de production et des caractéristiques communes. Et alors aujourd'hui, on va regarder un peu plus la question de ces moyens de production. Alors juste après Ludwig, il y a 2 auteurs qui ont vraiment retenu mon attention quand j'ai préparé ce cours, 2 auteurs qui vont sauter sur le sujet, on pourrait dire, et qui vont se dire « Bingo Arnold, bien joué, là tu nous files un sacré coup de main conceptuel en reliant tout ça avec un terme, des moyens de production et des altérations de la conscience ». Le premier, c'est Charles Tart. Charles Tart, en 1969, va publier un ouvrage qui s'appelle Altered States of Consciousness. On ne peut pas mieux rendre hommage à Arnold de Ludwig. Un ouvrage collectif dans lequel on va retrouver Charles Tart lui-même, Ludwig lui-même, mais aussi Milton Erickson, mais aussi Deichmann, tout un ensemble d'auteurs qui relatent différents sujets. Et Charles Tart, il va être à la base d'un mouvement. Il va réunir tout un ensemble de chercheurs qui convergent sur la question des états modifiés de conscience. Et en particulier, Charles Tart, il va inscrire ça dans la toute naissance psychologie transpersonnelle. Alors nous, ce soir, on ne va pas être dans un cadre transpersonnel. Nous, ce soir, comme je l'ai dit au début, on s'inscrit dans un cadre d'une approche matérialiste de l'esprit, un cadre neurophysiologique. Et puis à côté, 1970, il y a Theodore Barber qui, lui, va faire une synthèse absolument magistrale, une méta-analyse, notamment de la question des hallucinogènes, du yoga et de l'hypnose, pour en montrer les points communs et les points divergents. Il va notamment poser une nouvelle base conceptuelle. Il va dire qu'il y a différents types de variables qui créent différents types d'effets et on pourrait commencer à essayer de relier les deux. Et il est un peu à la base de ce que nous allons mettre en lumière ce soir, comment différents inducteurs amènent différents types d'effets. Donc je vous recommande fortement cet ouvrage qui est absolument magnifique, un peu dépassé aujourd'hui, mais fort inspirant. Bien sûr, il y a des tas d'autres chercheurs qui vont développer le paradigme de Ludwig, qui est très simple, hein. Un terme pour relier des expériences, des types d'inducteurs et des caractéristiques de l'expérience. Donc on développera un petit peu plus le point de vue de ces différents chercheurs dans le deuxième cours. On y reviendra encore un petit peu dans le troisième qui nous fera le lien avec l'hypnose. Mais aujourd'hui, je préférais qu'on regarde plus en détail la question des inducteurs d'état modifié de conscience. Quels sont ces inducteurs? Et c'est quoi les expériences subjectives qu'ils induisent? Le terme technique, c'est les phénoménologies qu'ils induisent, les ensembles de phénomènes qu'ils induisent.
Comment on le sait maintenant? Ludwig est à la base de cette histoire et il propose dès sa définition 5 moyens de production. Alors on va regarder c'est quoi ces 5 moyens de production. Ce qui est important avant qu'on les regarde un peu en détail, c'est de voir que Ludwig, lui, il n'a pas fait le saut conceptuel, il n'avait pas assez de données pour relier les inducteurs à des états particuliers. Il a proposé que d'autres personnes plus tard fassent ce travail-là. Ces autres personnes l'ont fait et on va regarder ça dans quelques instants, on va aller regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais Ludwig, lui, il a simplement relié les moyens de production aux pratiques d'où viennent ces moyens de production. Il y a différents types de pratiques, ingestion de drogue, dispositifs rituels, pratiques d'hypnose, jeûne, que sais-je, et ces différentes pratiques, lui, il les découpe en 5 grands moyens de production qui se retrouvent dans toutes ces pratiques. Est-ce que la proposition de Ludwig est claire à ce stade? Oui. Donc, pour faire simple, on est sur les moyens de production et leurs origines techniques et pratiques. Alors, regardons-les tous les 5. Le premier, c'est la réduction des stimulations extéroceptives. Alors, qu'est-ce que c'est des stimulations extéroceptives? C'est des stimulations qui viennent de l'extérieur vers vos capteurs sensoriels. Le fait de toucher quelque chose, le fait d'avoir de la lumière qui vient, des sons qui viennent à vos oreilles, etc. Réduction des stimulations, on pourrait dire réduction des perceptions. Mais non, ça ne marche pas, parce que le mot perception ne réfère pas au fait que quelque chose vient stimuler les capteurs sensoriels. Perception, c'est ce qui se passe après que le capteur ait été stimulé. Donc on pourrait dire réduction des percepts. Lui, pour faire simple, il a proposé réduction des stimulations qui viennent de l'extérieur. Et aussi réduction de l'activité motrice. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une réduction des entrées sensorielles. Vos capteurs sensoriels reçoivent moins d'informations. De changements dans les séquences de données sensorielles que vous recevez. Par exemple, si vous êtes bombardé de symboles toute la journée, comme vous êtes ici à Paris, et que d'un seul coup vous prenez le bateau et que vous partez en pleine mer pendant 5 jours, vous allez avoir une réduction des patterns de données sensorielles. Ça fait sens pour vous? Oui. Voilà, vous allez avoir une sacrée grosse réduction à ce moment-là, parce qu'à part le vent et la mer, bref. Ou encore, il s'agit pour lui d'une exposition constante à des stimulations répétitives et monotones. Par exemple, quand on entend un fragment de musique en boucle, ou qu'on voit tout le temps une même image tourner en boucle. Vous savez, comme les gens qui regardent la neige des télés. Ou encore quand on entend des gens répéter un mantra en boucle, stimulation répétitive et monotone. Voilà la description de ce qu'il appelle la réduction des stimulations extérieures et de l'activité motrice. Alors de quelle pratique il tire tout ça? Alors c'est pas toujours le plus drôle, hein. Il tire ça des pratiques de confinement, des pratiques de déprivation sensorielle. Alors je vais préciser le terme déprivation. Le terme déprivation est utilisé en psychologie clinique pour dire privation de quelque chose qui était omniprésent avant. Donc par exemple, si on vous ferme les yeux pendant 3 jours, vous êtes dans une déprivation sensorielle. Donc les situations pratiques, le confinement, les déprivations sensorielles utilisées à dispositif expérimental, l'hypnose, les déprivations sociales et sensorielles comme l'expérience d'être dans l'océan, l'expérience d'aller au pôle Nord ou d'être longtemps en haute altitude dans la neige, l'expérience d'aller dans un désert, l'expérience de la haute altitude, mais aussi l'ennui extrême, les états hypnagogiques, c'est quand on s'endort, les états hypnopompiques, c'est quand on se réveille, et le somnambulisme et encore quelques autres. Voilà pour la première catégorie de moyens qui produisent des états modifiés de conscience. On ne sait pas encore lesquels ça produit, mais on voit que différentes pratiques créent une catégorie de production d'états de conscience. Deuxième catégorie, c'est l'inverse, c'est l'augmentation des perceptions qui viennent de l'externe et de l'activité motrice ou encore des émotions. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une excitation mentale liée à une surcharge sensorielle. Donc, si vous voulez voir de quoi il s'agit, allez pendant 1 heure dans une free party, ça va être très clair, je pense. Vous allez avoir la musique très fort, les stroboscopes, tout le monde qui danse autour. Mais vous pouvez aussi avoir une surcharge sensorielle dans un stade de foot, par exemple. Et là, ça va vous faire une excitation mentale très forte. Si vous êtes capable de résister au changement d'état de conscience qui vient de l'euphorie ambiante d'un stade de foot, je pense que je vous décerne ma médaille de maître Jedi. Parce que nous sommes en train de parler d'inducteurs qui modifient la neurophysiologie, qui modifient l'expérience subjective. Donc résister mentalement à une adaptation du cerveau à certains types d'expériences, je ne sais pas comment c'est possible. Bref, excitation mentale liée à une surcharge sensorielle qui va entraîner des excitations émotionnelles. Donc ça, on va partir très très up comme ça. Pour moi, très up, c'est comme je vous ai fait là.
ou alors des fatigues mentales extrêmes. Alors par quelle pratique on peut induire ce genre de choses? Eh bien par exemple, par les interrogatoires qui utilisent la torture, ce qui n'est pas le plus amusant. Par la contagion émotionnelle, c'est ce qu'on a par exemple dans les stades de foot, par la marche sur le feu, par certains rites de passage, par les transes religieuses dites de conversion. Vous avez peut-être déjà vu ces grands rituels évangélistes et baptistes où on plonge le corps entier d'une personne dans l'eau. Voilà, par exemple, transe de conversion et de guérison. Des rites de possession, David Dupuis nous en avait parlé, mais encore les transes chamaniques, prophétiques, avec des rituels tribaux. Les transes orgiaques, on va partir dans des orgies avec mobilisation du corps, c'est ce qu'on retrouve dans les fameux dits rites sataniques, mais aussi les transes extatiques, comme les transes des derviches tourneurs qui tournent sans cesse sur eux. On voit bien qu'ici, il y a une augmentation très forte de l'activité motrice quand ils font cela. Mais encore, la sexualité prolongée volontairement, les transes hyper-alertes, les états de possession, etc. Donc là, on voit que ce n'est pas les mêmes situations que dans la catégorie d'avant. Et que du coup, elles ne contiennent pas les mêmes moyens de production. Troisième catégorie, chez Ludwig, l'augmentation de l'état alerte et de l'activité mentale. Alors de quoi il s'agit ici? Il s'agit de moments où on a une hypervigilance, c'est-à-dire une hyperattention sélective et focalisée. Ce qu'on pourrait avoir par exemple si on prenait tous 1 minute pour focaliser le point qui est ici, on ne va pas le faire, mais c'est ce qu'on pourrait faire. Et quand on a une hypervigilance sélective focalisée, eh bien on a une hypovigilance, une réduction de l'attention à tout ce qui en est périphérique. Alors dans quelle situation a-t-il repéré cela? Eh bien dans les pratiques de tour de guet. Pour ceux qui ont fait l'armée, ça va vous parler. Pour les pratiques d'observation de radar, où il faut rester tout le temps sur le même truc. Dans les pratiques de prière intense, dans les pratiques d'absorption dans l'écoute d'un orateur. Êtes-vous en train de vivre cette augmentation de l'état alerte et de l'activité mentale? Peut-être. Dans l'absorption mentale dans une tâche, comme lire, écrire, résoudre un problème, je rajouterais volontiers aujourd'hui regarder un film, regarder son smartphone, quoi. Dans la pratique de regard prolongé sur une percussion, ou d'écoute prolongée d'une percussion, d'un métronome ou d'un stroboscope. Voilà différentes pratiques qui vont amener ce troisième moyen de production des états modifiés de conscience. On ne sait toujours pas ce que ça produit, mais on commence à voir qu'il y a différents types de grands moyens. Quatrième et avant-dernier moyen, c'est l'inverse, le baisse de l'état alerte ou relâchement des facultés critiques. Celui-là me plaît beaucoup. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'états mentaux de type état d'esprit passif. Autrement dit, je fais plus rien. Il y a des gens qui diraient lâche prise. Mais lâche prise, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit parce qu'on n'a toujours pas défini la prise qu'il fallait lâcher. Donc, états mentaux de type état d'esprit passif, où la pensée qui s'oriente vers des buts va être vraiment minimale. Donc non seulement je fais plus rien, mais en plus je veux plus rien. Je suis dans un état où j'arrête de vouloir quelque chose. Vous savez, c'est ce truc qu'on cherche quand on part en vacances. Je vais aller là-bas et je vais arrêter de vouloir et de faire quoi que ce soit. Ça va me détendre. Non, ça va peut-être pas me détendre, peut-être que ça va faire autre chose. Mais en tout cas, ça va faire une baisse de l'état alerte et un relâchement des facultés critiques. Dans quelle situation Ludwig a-t-il repéré ces moyens de production d'états modifiés de conscience? Eh bien, dans la méditation, dans le relâchement des facultés critiques. Alors, je voudrais vous l'expliquer celui-là. C'est le moment où on se dit « Allez, j'arrête d'analyser, j'arrête d'essayer de comprendre et de juger. Vienne que vienne. » C'est très intéressant. Ah non, c'est vrai, c'est pas très intéressant non plus. C'est tel que c'est. Ah oui, c'est très intéressant. Bon, bref. Et on fait des tours, comme ça, on relâche, ça remonte. Donc, relâchement des facultés critiques, les rêveries éveillées, la somnolence, les transes auto-hypnotiques et médiumniques, les expériences esthétiques. Ça peut être quand on va dans un musée, par exemple, et qu'on contemple une œuvre. Il n'y a même pas besoin de faire « waouh ». Non, juste le fait même de la contempler. Des expériences esthétiques. On peut avoir des expériences esthétiques aussi simplement en sortant dans la rue ou sur le quai d'une gare en regardant un objet particulier. Des expériences de créativité, d'illumination. On voit ici qu'on s'approche des nomenclatures d'Assagioli quand même. Mais aussi les situations d'association libre en psychothérapie. Celle-là, elle est pour toi, Alexandre. Les situations de transe de lecture, quand on lit de la poésie à haute voix. L'absorption dans la musique, la relaxation cognitive, musculaire, etc. Différentes pratiques qui amènent une baisse de l'état alerte
et ou un relâchement des facultés critiques. Et enfin, le dernier moyen de production des états modifiés de conscience chez Ludwig, c'est la présence de facteurs somatopsychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien ça, ce sont les états mentaux qui viennent d'altérations biochimiques et neurophysiologiques. Alors on pourrait lui dire, mais Ludwig, Arnold, si je puis me permettre, ce sont toutes des altérations biochimiques et neurophysiologiques. Et il nous répondrait, je sais Cyril, mais j'ai précisé d'où je tire tout cela et tu vas mieux comprendre. Alors d'où il le tire ? Par exemple, de l'hypoglycémie qui est liée au jeûne. Alors, si vous voulez vérifier de quoi il s'agit, vous ne mangez pas pendant 36 heures, vous regardez dans quel état ça vous a mis, et puis vous en tirez des conclusions. Buvez quand même un peu, ça peut être sympa. Sinon, vous pouvez essayer la déshydratation, qui va être encore plus explicite. L'hyperglycémie, celle-là, je la recommande à personne, c'est très dangereux. Les dérèglements endocriniens, je ne l'ai pas précisé, mais il parlait notamment des dérèglements des surrénales et de la thyroïde. Les fameuses déprivations sensorielles, l'hyperventilation, la narcolepsie, mais aussi, évidemment, puisqu'on parle d'altérations biochimiques, les intoxications, les drogues, les agents pharmacologiques, que lui, il réduit en 4 classes. Les anesthésiants, qui nous anesthésient, les psychédéliques, qui délient la psyché, manifestement, les narcotiques qui narcotisent, les sédatifs qui nous endorment, enfin, qui nous sédatent, quoi, et les stimulants qui nous stimule, oui, évidemment, bravo. Donc, 5 moyens de production, je sais que c'était un peu long, ça fait un peu catalogue, mais voilà, en fait, c'est la définition de Altered State of Consciousness, c'est la définition d'origine, je vous l'ai redit, réduire les stimulations externes et l'activité motrice, augmenter les stimulations externes ou l'activité motrice, ou encore les émotions, augmenter l'état alerte et l'activité mentale, suractivation, baisser l'état alerte et relâcher les facultés critiques, relâcher la pression, on pourrait dire, ou enfin, utiliser des agents somatopsychologiques liés au fonctionnement métabolique ou liés à des psychotropes. Et à partir de cette description de 5 moyens de production, d'induction des états modifiés de conscience, il va décrire 10 caractéristiques, et ça, je garde ça pour le prochain cours. Alors ça, c'était 1966. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2019 ? Et pour répondre à ça, je me suis arrêté à une étude que je trouve extrêmement pertinente, une étude de 2005, donc qui a quand même déjà 15 ans. En 2005, Weitel et 12 de ses collaborateurs font une vue d'ensemble de la question des inductions d'états modifiés de conscience. Alors ce sont quand même 13 personnes particulièrement pointues dans leur domaine qui se sont rassemblées à cet endroit-là. C'est pour ça que je vous ai choisi cette étude. Et ils se posent la question, c'est quoi les inducteurs et ils induisent quoi ? Et on rentre donc dans le point clé du cours. Qu'est-ce que ça induit, ces différents inducteurs ? Alors pour vous montrer un petit peu le schéma, eux ils vont se dire, il y a des inducteurs, ils proviennent de quelque chose, ça c'est un petit peu ce qu'avait fait Ludwig déjà, ça crée des états neurophysiologiques, parce que dans leur étude, ils ont tous les corrélats neurophysiologiques connus en 2005 sur le sujet. Et ces changements d'état neurophysiologiques, qu'est-ce que ça crée comme changement dans l'expérience vécue et dans les comportements ? Et nous, ici, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste isoler les types d'inducteurs et les changements dans l'expérience vécue. Alors, je vous ai reproduit le tableau de Weitel et ses collaborateurs qui disent qu'en fait, il y a 3 grandes origines. Oui, c'est ça. Il y a 3 grandes origines des états modifiés de conscience. Il y a ceux qui apparaissent de manière spontanée, comme par exemple la somnolence, des rêveries éveillées, des états hypnagogiques quand on s'endort, le sommeil, les rêves, ou encore les near-death experiences pour ceux qui sont en mort cérébrale et qui ont l'expérience et qui en reviennent, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. On voit bien que dans cette catégorie, c'est des états modifiés de conscience qui viennent de manière spontanée. Et après, ils proposent 2 catégories. Elles sont peut-être un peu discutables, mais c'est leur proposition. Les états modifiés de conscience qui viennent par des processus physiques physiologiques, par exemple les environnements extrêmes comme l'altitude, les basses profondeurs, la chaleur intense, le froid intense, le jeûne, voire la famine, l'activité sexuelle et l'orgasme, et la manipulation volontaire de la respiration, notamment avec les baisses de taux de CO2, ça c'est quand on respire beaucoup, ou l'augmentation du taux de CO2, ça c'est quand on respire plus lentement, il me semble. Ou je vais peut-être inverser les deux, je vérifierai. Il y a le pH aussi qui change. Il y a le pH aussi qui change. Oui, il y a plein de trucs qui changent. Et là aussi, dans la respiration, on pourrait faire une jolie présentation de 45 minutes, 1 heure. Mais ce soir, on pose juste le cadre général.
Et puis leur troisième grande catégorie, c'est les états modifiés de conscience induits par ce qu'ils appellent des dispositifs psychologiques. Personnellement, je ne suis pas complètement d'accord avec ce terme, mais c'est leur terme. Donc pour eux, par exemple, les altérations sensorielles, donc déprivation sensorielle, pourquoi pas, ou saturation sensorielle avec des stroboscopes très forts, par exemple. Les transes induites par le rythme, notamment par les percussions ou par la danse. Les expériences de relaxation, qui ont une description assez particulière, je vous laisserai regarder. Les expériences de méditation ou encore les expériences d'hypnose. Et puis il y a encore deux catégories chez eux. Les états modifiés de conscience qui viennent de pathologie, ça on ne va pas en parler ici, et les états modifiés de conscience qui viennent d'inducteurs pharmacologiques. Et on ne va pas non plus en parler, et je voulais vous montrer pourquoi on ne va pas en parler. Parce que si on commence à faire le tour, on est parti pour un bon bout de temps. Alors cette catégorisation, ce que vous voyez avec ces bulles de couleurs, ça c'est ce que vous trouvez dans l'article Wikipédia qui s'appelle psychotrope. Et je vous laisse aller regarder, je vous donne juste la définition. Un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur ou de la conscience, ou encore d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Donc à explorer, en plus ce qui est super, c'est que vous voyez tout ce qui est écrit en bleu sur Wikipédia, vous pouvez cliquer dessus et clac, ça vous amène tout de suite sur la fiche en question. Donc ça c'est vraiment, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est un énorme travail. Donc voilà pourquoi on laisse les psychotropes de côté. Là, il nous faudrait des cours et des cours et des cours. Ici, à l'Arche, il y a une partie de cette connaissance dans nos formations en psychopathologie et en neurosciences. Et puis peut-être dans le futur qu'on y reviendra, mais je crois que ça s'éloigne un petit peu de notre objet d'étude. Alors, à la liste des inducteurs recensés par Weitel et ses collaborateurs, nous, Centre de recherche de l'Arche, on en a trouvé quelques autres qu'ils ont mis de côté, je ne sais pas trop pourquoi. Les privations de sommeil, parce qu'elles sont dans l'article d'origine de Ludwig. Les mobilisations de l'attention, parce qu'elles ont été largement développées depuis Ludwig. Les stimulations rythmiques audiovisuelles. Alors ça, c'est les fameux sons binauraux, stimulation audio. Puis stimulation visuelle, c'est les flashs de stroboscope. C'est un petit peu à la mode, ça, ces trucs-là, de se soumettre à des stroboscopes. Très efficace, au passage. Mais aussi des inducteurs, par exemple, par le sport intensif, par le yoga, par les arts martiaux. Rien que sur cette ligne, on pourrait faire plusieurs cours, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais nous en avons encore trouvé d'autres. Par exemple, la pratique de la confusion, qui est un peu le special trick de Milton Erickson. C'est un petit peu la grande innovation de Milton Erickson dans le champ de l'hypnose. Ou encore les suggestions d'états modifiés de conscience. On y reviendra dans le troisième cours. Mais aussi l'imagination active, ça on en a parlé en 2017, les rituels dont on a parlé dans le début d'année 2019, ou encore les techniques dialogiques dont nous avons parlé ici en 2016. Ce qui fait que nous, en fait, on a refait notre propre tableau à partir de celui de Weitel et collaborateurs. Donc en noir, c'est ce que nous avons repris du tableau de Weitel, et puis en bleu, c'est ce que nous proposons d'ajouter. Donc voilà, la liste est disponible, vous aurez le PowerPoint qui est disponible pour vous, je ne vais pas vous la refaire parce que j'ai déjà lu tous les items. Simplement, ce qui nous a semblé utile, c'est d'ajouter une catégorie qui sont les états modifiés de conscience induits par un tiers, dans lequel nous avons regroupé l'hypnotisme, la confusion et les suggestions d'états modifiés de conscience, 3 points qui bien sûr sont présents dans ce que nous transmettons ici sous le terme pratique de l'hypnose. Alors arrivé ici, c'est-à-dire on doit être à 40, peut-être 40 à 45 minutes de cours, et mes collaborateurs m'avaient demandé de faire 45 minutes de cours. Mais toutefois, est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques exemples de phénoménologie induite par ces différents inducteurs ? Oui ? Eh bien, vous avez raison. Parce que c'est le sujet en fait de ce cours. Donc pour ceux qui sont encore présents sur la vidéo, et je m'excuse vraiment très sincèrement, Manon, je sais que tu m'avais demandé de faire plus court ce soir et j'ai essayé. Mais en tout cas, pour ceux qui sont encore présents sur la vidéo et bien sûr pour vous tous, eh bien, nous arrivons au point clé du cours. C'est là où ça va commencer à devenir marrant, c'est qu'on va voir qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de quel inducteur induit quel état modifié de conscience. Et tant qu'on n'a pas ces connaissances un peu fines que nous, centre de recherche, on assume de vous ramener, tant qu'on n'a pas ces connaissances, on tombe dans des trucs du genre les états modifiés de conscience, c'est un truc où c'est pas pareil que d'habitude, mais ça dépend. Et en fait, il y a un peu de tout qu'induit, mais des états, mais c'est pas tous les mêmes. Mais en fait, c'est pareil, quoi. Mais c'est pas les mêmes, mais c'est pareil. Du coup, non, ouais, le LSD, le yoga, et puis pas manger pendant 2 jours, tu sais, c'est un peu le même truc, mais pas exactement, quoi. Mais je sais pas trop, enfin, c'est compliqué, mais je sais pas. Voilà. Et je crois que le je sais pas est en fait le point le plus clair.
Donc maintenant que je me suis un peu lâché, je pense que je pourrais couper tout ça. Ou pas, c'est peut-être le plus intéressant finalement. Donc, regardons où nous en sommes aujourd'hui. Alors, sur ces 26 inducteurs non psychotropiques, non pathologiques, je vous ai fait des petits tableaux sur une petite dizaine d'entre eux, 10 je crois. Alors regardons, et on va regarder ça brièvement, je ne vous dis pas tout, vous aurez les PowerPoint, vous pouvez aller plus loin. Petit jeu, pour ceux qui nous regardent, pour vous, petit jeu pour ceux qui font de l'hypnose. Le jeu est repérer ce qui nous semble être relatif à l'hypnose dans tout ce que je vais décrire. Vous allez voir, c'est assez amusant. Alors, premier inducteur, la somnolence. Au niveau des comportements, il y a un ralentissement des mouvements oculaires naturels, voire un arrêt des saccades oculaires. C'est ce qui s'appelle une fixation naturelle du regard. Et d'autres points, donc je ne vais pas vous lire tout. Au niveau des phénoménologies, on va avoir un rétrécissement de l'attention. Donc l'attention va naturellement se rétrécir et sélectionner un seul objet en excluant le reste. On va avoir des altérations de la cognition diverses, et là je ne peux pas rentrer dans le détail. On va avoir des distorsions temporelles, une réduction, en gros une réduction de la volonté, mais Clément vous expliquera dans les 3 cours de l'hiver et du printemps que le mot volonté, c'est compliqué. Mais en gros, une réduction de la motivation et de la volonté, et enfin, intéressant dans les états hypnagogiques, une baisse de la mémorisation, une baisse de la mémoire et de la mémorisation. Excusez-moi, ce n'est pas les états hypnagogiques, c'est dans la somnolence. Donc vous savez ce que c'est la somnolence, hein, ce truc où... Ça va, je suis encore ici, où on s'endort un peu. Ce n'est pas encore les états hypnagogiques, c'est ce qui se passe juste avant. Rétrécissement de l'attention, altération de la cognition, distorsion temporelle, réduction de la motivation et de la volition, baisse de la mémorisation. Et bien sûr, la somnolence est liée aux états hypnagogiques que nous allons regarder maintenant. Les états hypnagogiques, c'est l'état transitoire entre « je ne suis pas en train de dormir », c'est ce qui se passe pour nous tous à présent, oui. Donc voilà, c'est l'état qu'on appelle alerte. L'état hypnagogique, c'est un état transitoire entre l'état alerte et l'état de sommeil. Donc c'est ce qui se passe quand vous vous endormez. Et qu'est-ce qui se passe dans les états hypnagogiques ? Eh bien, on a de l'imagerie visuelle très vive, des pseudo-hallucinations. Alors, une pseudo-hallucination, c'est quand on sait que c'est pas réel. Une hallucination, c'est si par exemple je vois mon ami Jean-Pierre dans la chaise et que je commence à discuter avec lui parce que je crois que c'est réel. Une pseudo-hallucination, c'est si j'ai l'impression qu'il est là, mais je sais qu'il n'est pas là. Je sais que c'est pas réel. Voilà ce qu'on appelle des pseudo-hallucinations. Donc, des pseudo-hallucinations, des flashs visuels, le fameux effet Tetris, je ne vais pas rentrer dedans, mais il est très rigolo, des illusions de mouvements corporels, notamment des sensations de chute. Et les états hypnagogiques, ça a été ultra étudié. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article de 1955 de Lynn Schoten qui s'appelle « On Falling Asleep ». Ou si vous voulez encore aller plus loin, vous avez le livre de Mavrotis en 1987 qui fait 300 à 400 pages et qui s'appelle « Hypnagogia ». Je pense que pour des gens qui pratiquent l'hypnose, c'est un sujet extrêmement, extrêmement porteur. Et dans les prochaines années, nous redévelopperons tout ce que nous sommes en train de montrer là maintenant. Là, dans ces 3 cours, on va proposer un cadre général pour ce grand sujet complexe. Et dans les prochaines années, on redéveloppera étape par étape différents points, dont bien sûr celui des états hypnagogiques. Troisième inducteur, la fameuse relaxation, dont certains disent qu'elle n'a rien à voir avec l'hypnose. Eh bien, si, elle a à voir avec l'hypnose. Ce qui est dommage, c'est de réduire l'hypnose à la relaxation. Mais bien sûr qu'elle a à voir, et on regardera ça dans le 3e cours. Au niveau phénoménologique, au niveau de ce qui se passe dans l'expérience subjective, c'est une réduction de l'excitation. Ce qu'on appelle réduction de l'excitation. J'ai mis le mot excitation pour traduire le mot anglais un peu difficile, arousal, que je ne sais pas bien traduire. Réduction de l'excitation, ça veut dire que quelque chose se pose. C'est pas que ça se calme et que ça se détend. On pourrait dire ça se pose, ça ralentit, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il va y avoir tout un ensemble d'expériences paradoxales. Alors, je voudrais prendre le temps, c'est historique je pense, dans une école d'hypnose, qu'on définisse le mot relaxation pour se mettre d'accord quand on l'emploie. Donc moi, je n'impose pas la définition de relaxation, j'utilise celle de Benson 1975, qui est la personne qui a écrit sur le sujet de la relaxation et des liens avec les états modifiés de conscience. La relaxation, c'est un état dans lequel on est en train de sortir de l'état alerte, donc on sort de l'état de vigilance habituel et on tombe dans quelque chose qui n'est pas l'état alerte et on fait tout ce qu'on peut pour ni s'endormir
ni partir en rêve éveillé. Donc c'est un état qui s'entraîne, ce n'est pas un état spontané, c'est un état qu'on peut apprendre à tenir, tout comme on peut apprendre à tenir l'équilibre. C'est un état d'équilibre entre l'état alerte et une certaine forme de sommeil, c'est donc un état qui a tout à voir avec les états hypnagogiques, et il s'agit d'apprendre à se relaxer, c'est-à-dire apprendre à ne pas s'y endormir et à ne pas partir en rêve éveillé. Ça vous paraît clair ? C'est une définition extrêmement claire de ce qu'est relaxation. Et quand j'ai préparé ce cours, je me suis dit c'est bien dommage qu'on utilise autant ce terme sans le définir, parce que nous sommes dans des quiproquos. Nous le confondons parfois avec la détente, par exemple avec la détente musculaire. Bref. Donc c'est en particulier un état où il y a du focus attentionnel, un état où il y a de la passivité parce qu'on ne cherche rien à y faire, et un état où il y a de la réceptivité au sens où on apprend à accepter l'expérience qui est en train de se produire, quelle qu'elle soit. Or, ces expériences vont être fortement similaires aux états hypnagogiques, je vous le rappelle, quand même, des hallucinations, des flashs, des illusions de mouvements corporels, ça peut être assez déconcertant. Et je précise à propos de la relaxation que nous sommes en train de parler ici de ce qui se passe pendant la pratique de la relaxation. C'est ça qui génère l'état modifié de conscience. C'est pendant la pratique de la relaxation. Et il ne faut pas confondre ce qui se passe pendant l'expérience et ce qui se passe après l'expérience. Parce qu'après une expérience de relaxation, nous sommes détendus, relaxés, beaucoup plus calmes, et les émotions, ça va vachement mieux. Alors que pendant, il se passe quelque chose de complètement différent de cela. Et c'est bien de ça que nous sommes en train de parler ici. Alors on va en regarder d'autres. Hypoventilation. Alors hypoventilation, c'est quand vous ralentissez votre rythme respiratoire. Donc quand vous ralentissez votre rythme respiratoire et ou quand vous faites des suspensions de la respiration. J'expire et j'inspire pas. Ou alors j'inspire et j'expire pas. Suspension de la respiration. Les hypoventilations, c'est un sujet assez peu documenté, mais c'est un sujet sur lequel des publications très récentes sont en train de sortir, donc pareil, on y reviendra dans le futur. En tout cas, la phénoménologie, c'est des sensations de somnolence, et maintenant vous savez quelle phénoménologie crée la somnolence. Ce sont des sensations de relaxation, et vous savez aussi vers quoi emmène la relaxation. Un point qui me semble vraiment important, j'aurais dû le mettre en gras en fait, réduction de la peur des sensations corporelles. Il y a des personnes, ils ont des sensations corporelles dans certains contextes, et ces sensations, ça leur fout la trouille. Exemple, les attaques de panique. Ou exemple, pour ceux qui jouent avec des psychotropes, des montées d'anxiété fulgurante, ou des choses comme ça, ce qu'on appelle des bad trips. Des moments où on peut avoir, donc revenons surtout sur la question des attaques de panique, parce qu'à mon avis, c'est là que c'est le plus important, où on peut avoir peur de nos sensations corporelles. Et l'hypoventilation, ça fait baisser la peur des sensations corporelles, ce qui peut être très utile quand même. Voilà, je vous laisserai regarder pour tout ce qui est comportemental. Aussi quand même, dilatation du système vasculaire périphérique. Qu'est-ce que c'est le système vasculaire périphérique ? C'est la vascularisation de la partie externe de votre corps. Et quand c'est vascularisé, par hypoventilation, on sent des picotements un peu partout. Et on entend des fois des gens en état d'hypnose, on voit des fois des gens en état d'hypnose qui spontanément se mettent à respirer plus lentement, voire se mettre en apnée, et qui disent à un moment « je ressens des picotements un peu partout ». Et là, les hypnotiseurs New Age leur disent « oui, c'est le prana ». Alors peut-être, parce que moi je ne suis pas non-pranologue, mais nous ici, on se base ici ce soir dans une approche matérialiste de l'expérience subjective. Continuons, les hyperventilations. Alors les hyperventilations, c'est quand on respire, moi j'appelle ça respirer comme un bœuf. Et ça crée une diminution du CO2. Et alors ça, c'est beaucoup plus documenté. Ça crée des hallucinations visuelles et des hallucinations auditives, des altérations de l'attention, de la désorientation, voire des sentiments d'apesanteur. Et vous voyez là que hypoventilation et hyperventilation, ça n'amène pas du tout dans les mêmes phénoménologies. Si vous voulez faire avoir des hallucinations visuelles à quelqu'un, ne le faites pas respirer lentement, c'est contre-productif. Ça fait rire personne, mes histoires de vouloir faire halluciner quelqu'un. Bon. Pourtant, ça peut être intéressant si on veut lui faire des expériences de rêve éveillé dirigé, par exemple. Vous voyez que le faire respirer lentement, c'est pas la meilleure idée. Enfin bref. Bref. Alors, les fameuses déprivations sensorielles.
qu'on peut avoir dans des caissons d'isolation, mais qu'on peut aussi avoir si on s'amuse à partir un peu tout seul dans le désert, des trucs comme ça. Alors, les phénoménologies que ça peut générer. Des accès mémoriels intenses, où là, il y a des bouts de mémoire qui vont remonter de manière intense. Et si ma mémoire est bonne, pour le coup, des accès mémoriels intenses est généralement positif. Réduction des tensions, réduction de la colère, de la dépression, de la fatigue, de la confusion. Ça peut être pratique quand même, quand on est énervé, confus et fatigué. Mais qui y penserait à se dire, tiens, je vais me retirer un peu des perceptions habituelles. Alors, par exemple, c'est ce qu'on fait quand on se met en posture de méditation et qu'on ferme les yeux, par exemple. On repère des saturations de la luminosité et des couleurs. Donc voilà, la perception que la luminosité, qu'il y a plus de contraste, que les lumières sont plus vives, etc. Mais, vous voyez ici, c'est des transformations surtout émotionnelles. On ne retrouve pas, dans la phénoménologie des déprivations sensorielles, on ne retrouve pas les états modifiés de conscience, sauf chez les sujets qui sont entraînés à avoir des effets modifiés de conscience. Notamment chez les sujets qui font de la méditation ou qui consomment les fameux psychédéliques. Enfin, les hallucinations sensorielles. Elles ne sont pas caractéristiques des états modifiés de conscience. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Les hallucinations ne sont pas caractéristiques de cet inducteur, les déprivations sensorielles. Quand vous faites de la déprivation sensorielle, ça ne fait pas des hallucinations. Sauf si quelqu'un vous l'a suggéré. Et là, ça nous rajoute une donnée que nous allons longuement discuter dans le 3e cours, de comment il y a un lien entre inducteur, phénoménologie et les suggestions qui, bien sûr, appartiennent à l'hypnotisme, enfin, sont mobilisées par l'hypnotisme. Encore quelques-uns. L'homogénéisation sensorielle, c'est la fameuse pratique du Ganzfeld, ce qui est assez amusant. Il s'agit de focaliser une image, alors, soit c'est une image fixe, type une lumière rouge homogène, ou alors ça peut être la neige des télés, mais voilà, du pattern visuel hyper récurrent, avec un bruit blanc dans les oreilles. Un bruit blanc, c'est un truc qui fait... Alors voilà, c'est aussi simple que ça, le dispositif. Et ça crée une baisse de l'organisation verbale. Donc on va être compliqué de s'exprimer, quoi. Voilà. Une imagerie visuelle qui est similaire aux états hypnagogiques. Alors, c'était quoi déjà ? Voilà. Pseudo-hallucination, flash visuel, imagerie visuelle vive, etc. Et une baisse de la vigilance qui est similaire à la somnolence. Donc là, on voit en fait que ce dispositif, il amène sur différents types de phénoménologie des états modifiés de conscience. On est déjà dans une famille croisée. Alors encore quelques-uns. Les surcharges sensorielles. Alors les surcharges sensorielles, il y en a plein. Vous pouvez avoir le marteau-piqueur, par exemple. Oui, au bout d'un moment, ça fait quelque chose. Et là, j'ai choisi de regarder juste 2 catégories rapidement. Les dispositifs d'impulsion visuelle et auditive, autrement dit, les sons binauraux couplés à des stroboscopes. Alors, 2 études. La première, c'est celle du bas, celle de 95, Brauchli et collaborateurs, qui montre que ça va faire notamment des altérations de l'humeur, des sensations de bien-être, de paix, de calme, de sécurité, de chaleur, de confort. Altération positive de l'humeur et relaxation. Et puis une étude beaucoup plus récente, là c'est extrêmement récente, 2019, Schwartzman et ses collaborateurs. J'ai pas eu le temps de la regarder au détail, donc disons qu'il faudrait prendre le temps d'aller l'évaluer un petit peu, mais ça a l'air de marcher. Il montre que ces dispositifs, stroboscopes et sons binauraux, amènent des imageries visuelles vives, notamment des patterns géométriques, des distorsions cognitives de type confusion, sentiment d'étrangeté, et encore des distorsions spatiales. Je crois que j'ai oublié de le mettre, mais dans les distorsions spatiales, il y a aussi des distorsions de l'image du corps. Et pour information, Schwartzman et ses collaborateurs montrent une correspondance sur certaines dimensions de l'expérience subjective, une correspondance entre ces dispositifs, stroboscopes sont binauraux, et les champignons à psilocybine. Voilà, encore une ou 2, je pense. Les rythmes, notamment les percussions à rythme fixe, boum, 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 quelle que soit la vitesse. La vitesse change quelque chose, mais l'idée, c'est le fait que la percussion soit à rythme fixe. Au niveau comportemental, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une synchronisation des mouvements du corps et de certaines oscillations
du cortex cérébral. Synchronisation avec le rythme en question. Et au niveau phénoménologique, c'est très chargé. L'attention se réduit à un stimuli externe. On a une suspension de la pensée autoréflexive. La pensée autoréflexive, c'est quand on pense à propos de ce qu'on pense, et quand on pense à propos du fait qu'on est en train de penser. Autrement dit, quand on est en train de cogiter au fait qu'on cogite, quoi. Un arrêt de la pensée autoréflexive qui implique aussi la conscience d'un soi. On va avoir avec les rythmes à percussion fixe des distorsions temporelles, parfois de fortes distorsions temporelles. L'impression, oh, il s'est déjà passé 6 heures, c'est fortement étonnant. Ou l'inverse, oh là là, mais j'ai l'impression que c'était très long, mais pourtant ça a commencé il y a seulement 10 minutes, c'est très étonnant. Donc des fortes distorsions temporelles. Des distorsions des sensations du corps, notamment de la légèreté, de la chaleur, des sensations que le corps a de l'énergie, c'est-à-dire a du tonus. Des distorsions de l'image du corps, de l'imagerie visuelle et des émotions positives. Vous voyez, c'est quand même bien chargé. Et tout ça, encore une fois, on prendra le temps dans le futur de le redévelopper. Nous avons aussi la catégorie de l'imagination active. Alors ça, on en avait longuement parlé, de l'imagination active et de sa phénoménologie dans notre module de cours de 2017. Phénoménologie de l'imagination active, c'est surtout des images qui sont très vivaces, qui sont très vives et très, comment dire, je ne sais pas comment expliquer vivaces. On en fait vraiment expérience, elles sont claires, quoi. Une perte d'agentivité mentale et des expériences dialogiques. Une perte d'agentivité mentale, c'est quand on discute avec quelque chose et on a l'impression que ce n'est pas soi-même. Et est-ce que c'est soi-même ou pas, on ne sait pas trop. Des distorsions de l'image du corps et des illusions de mouvements corporels. Alors on commence à voir que les différents inducteurs, il y a des choses qui se recoupent. On aurait pu le faire autrement, j'aurais pu faire une catégorie. Quels inducteurs amènent des distorsions de l'image du corps ? Imagination active aurait pu être là. Et quels inducteurs amènent des hallucinations ? L'imagination active n'aurait pas été à cet endroit-là. Enfin, on peut parler des mobilisations de l'attention, notamment avec la fixation du regard. Donc ça, c'était déjà très présent dans le travail de Braid dans le 19e siècle, Braid qui a beaucoup travaillé sur l'hypnotisme. La fixation du regard, par exemple, amène notamment de la somnolence. Donc, si vous voulez faire avoir à quelqu'un les phénoménologies de la somnolence, je vais vous les remontrer. Attention rétrécie, distorsion temporelle, réduction de la volonté, etc. Vous pouvez passer par la fixation du regard, ce qui, pour les gens qui pratiquent l'hypnose, devrait vraiment faire sens. On a aussi avec la fixation du regard, au niveau comportemental, de la rigidité musculaire et de l'immobilité du corps. Le corps s'immobilise tout seul, et une augmentation de la suggestibilité. Et puis dans des études plus récentes, on voit que l'attention soutenue amène à ce que certains auteurs ont appelé le absent mind, l'absence de l'esprit, une sensation subjective qu'on est ou qu'on a été absent de la tâche qu'on est en train de faire. Alors par exemple, les artistes connaissent bien ce truc-là. Ils disent « Ah, à un moment, j'ai eu l'impression que j'étais plus là. Je jouais mes notes, mes gammes de piano, et à un moment, je suis revenu. Ce qui veut dire qu'à un moment, j'étais plus là. » C'est le fameux absent mind qu'on peut avoir avec l'utilisation de l'attention soutenue. Soutenir fortement l'attention. Et on voit généralement des découplages attentionnels qui vont faire de la dérive mentale. Oh, j'étais parti ailleurs, très très loin de ce que vous me racontiez, monsieur l'hypnotiseur, quand vous me demandiez de regarder ce point fixement sur le mur. Alors bien sûr, on pourrait parler de la méditation, mais là, il faudrait en parler fortement longuement. Il y a différentes études qui montrent que la méditation, entre autres, amène à des distorsions temporelles, distorsions spatiales, distorsions de l'image du corps, altération de l'attention sur plusieurs dimensions, et on reviendra sur ça dans le deuxième cours en explorant le travail de 2015 de Antoine Lutz. Et puis bien sûr, il faudrait longuement parler de l'hypnose, et ça, on y consacrera tout le troisième cours. Alors, vous voyez, là, à partir du tableau qu'on avait tout à l'heure, toute une liste d'inducteurs, eh bien, on voit, quand on en regarde au moins quelques-uns, qu'ils n'induisent pas tous la même chose. Et du coup, à partir de là, on comprend mieux la catégorisation que donnait Ludwig. Il y a différents moyens de production des états modifiés de conscience qui vont avoir des caractéristiques. Alors, je vous ai quand même montré comment Weitel et ses collaborateurs, à partir duquel j'ai fait toutes les slides, tous les petits tableaux précédents, c'est eux qui montrent en 2005 le lien entre les inducteurs et des changements de l'expérience subjective particuliers.
Weitel et collaborateurs, ils disent en fait on pourrait résumer ça à 4 dimensions qui décrivent ces altérations. La première, c'est qu'il y a les interactions avec l'environnement. Soit elles sont diminuées, soit elles sont augmentées. La deuxième, c'est qu'il y a un changement dans le contenu de l'attention, le volume du contenant que pourrait être notre attention. Soit il est élargi, il y a beaucoup plus d'informations dans notre attention, par exemple avec les surstimulations sensorielles, soit il est rétréci, par exemple avec la fixation du regard ou avec l'hypoventilation. Il montre qu'une troisième dimension, c'est le degré d'autoréférence, soit je me suis complètement oublié, ça peut même aller dans le « je n'existais plus », il n'y avait plus qu'un grand tout, il n'y avait plus de « je », ou alors au contraire, une sur-autoréférence, je suis pleinement ici et maintenant, ce « je » est immense et beaucoup plus grand que d'habitude. Et leur quatrième dimension, un changement dans les aspects sensoriels de l'expérience, soit il y a une forte augmentation des aspects sensoriels de l'expérience, par exemple surstimulation sensorielle, soit il y a une grande diminution des aspects sensoriels, par exemple dans la déprivation ou encore dans la fixation du regard. Interaction avec l'environnement, volume des contenus de l'attention, degré d'autoréférence, changement dans les aspects sensoriels, et on voit ici que nous avons 4 dimensions de l'expérience subjective qui sont altérées. Ça vous paraît clair ? Donc à partir du moment où on montre un modèle comme ça, on est déjà rentré dans un modèle multidimensionnel des expériences liées aux états modifiés de conscience. Et ces modèles multidimensionnels, c'est ce qu'on regardera dans le deuxième cours. Aujourd'hui, je voulais simplement qu'on s'en arrête à la question des différents inducteurs et des différentes phénoménologies qui nous sont connues comme étant induites et nommées des états modifiés de conscience. On regardera donc les modèles multidimensionnels dans le prochain cours et on arrête là pour ce soir et je vous remercie pour votre attention.